À l'aube d'une remasterisation complète du DCU, des Worlds of DC, j'aimerais revenir sur le semi-échec du film Batman v Superman, qui a définitivement chamboulé les plans initialement prévus par la Warner. Détenteur d'un Razzie Award et victime d'un bashing médiatique inégalé dans le monde des blockbusters super-héroïques, Batman v Superman en est-il un mauvais film pour autant? Ma réponse est non, mais à cette question je peux comprendre qu'il n'existe aucun consensus. Il y a cependant une critique qui revenait souvent à l'époque des premières projections, et que j'ai toujours trouvé particulièrement injuste et infondée. Ces critiques concernaient le ton du film. En effet, bon nombre de journalistes trouvaient en effet que Batman v Superman se prenait trop au sérieux, et arborait des airs pompeux. Mais cette manie de vouloir insérer de l'humour et de la légèreté au forceps est, je crois malheureusement, symptomatique de l'ère post-MCU. Disney a beau être une entreprise que je respecte, à l'époque sa mainmise sur le modèle du film super-héroïque avait conduit la quasi-intégralité des studios, et notamment son principal concurrent, la Warner, à repenser intégralement leur façon d'aborder leur univers, dans le but de les lisser et de les rendre accessibles à tous. Mais attention, cette vidéo n'est pas une diatribe anti-Marvel ou anti-Disney. La Warner est la seule responsable de la gestion catastrophique des films d'ici et doit être l'unique entité à blâmer pour leurs échecs. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur les éventuelles lacunes du scénario, qui pour ma part ont été amplement corrigées par la version longue, ni sur les ficelles qui ont pu paraître grossières pour certains, comme la scène du Martha. D'autres l'ont déjà fait avant moi, je vous renvoie notamment sur la vidéo du Fossoyeur à ce sujet. Si je fais cette vidéo, c'est pour tenter d'expliquer de mon point de vue purement subjectif les raisons pour lesquelles Batman v Superman est pour moi une œuvre fondamentale dans le genre super-héroïque, en raison des questions qu'elle soulève vis-à-vis de notre rapport à la mythologie, et pourquoi à ce titre je considère le ton sérieux du film comme une marque de respect envers le spectateur et non comme un défaut. Avant de parler du film, j'aimerais faire un petit tour d'horizon de l'univers DC. Chez DC, deux problématiques majeures semblent émerger, celle de la place de l'homme parmi les dieux, et celle de la place des dieux parmi les hommes. Ce thème existentiel arpente en filigrane la plupart des œuvres estampillées DC Comics. Avec cette volonté d'iconifier et de déifier ses super-héros, DC interroge sciemment ou malgré lui la relation que nous, lecteurs, entretenons avec les divinités. De tout temps, les hommes se sont cherchés des modèles de vertu auxquels s'identifier, des surhommes supérieurs en force, en intelligence, mais aussi supérieurs sur le plan de la morale et de l'éthique. Des surhommes que nous aimons idolâtrer parfois par soumission, ou parfois dans la recherche d'un idéal qui nous pousse à devenir meilleurs. Les super-héros d'ici ne sont pas que des super-héros. Ils sont nos icônes, nos contes et légendes de l'ère moderne. Chaque super-héros de la Justice League correspond à l'archétype d'une divinité mythologique. Juxtaposé aux religions polythéistes occidentales, on peut trouver en chacun de ces héros son équivalent divin. J'avoue que c'était agréable de marcher à nouveau au sein du Panthéon. Qu'est-ce que tu entends par là? Hadès, Apollon, Hermès, Héphaïstos, Zeus, chacun d'entre eux est un avatar de son dieu tutélaire. Cette dimension mythologique est ce qui marquera, je crois, la distinction fondamentale avec son principal concurrent, Marvel, beaucoup plus porté sur des questions résolument sociétales et humaines comme l'acceptation de la différence, notamment à travers l'une de ses franchises les plus fructueuses jusqu'à l'arrivée du MCU, à savoir la saga X-Men, qui voit évoluer dans son univers de jeunes gens ordinaires dotés de capacités extraordinaires sous le regard inquiet des humains qui craignent leurs différences. Ce questionnement de la différence et l'introspection naturelle de ces jeunes adolescents en pleine mutation se retrouvera dans de nombreux comics Marvel, et en ce sens les premiers super-héros Marvel sont d'une certaine manière bien plus proches de nous que ne le sont les super-héros d'ici, sorte de parangons monolithiques et vertueux d'une autre époque. Cette ligne directrice chez DC fera l'objet de certaines critiques parmi les fans de super-héros. L'exemple le plus parlant étant probablement celui de Superman, trop souvent jugé comme étant un héros insipide, car trop vertueux. D'aucuns diraient que la virtuosité n'est définitivement pas une caractéristique humaine. La plupart des lecteurs de comics préférant à Superman son allié humain, Batman, beaucoup plus caractériel et bien plus prompt aux erreurs. Mais Batman est-il réellement un super-héros pensé et écrit sous le prisme de l'homme? Bruce Wayne, l'homme qui se cache sous le masque de Batman, peut être blessé, il peut tomber malade, ou être harassé par les affres du temps qui passe. Il peut céder à la colère, au doute et à la noirceur, mais lorsqu'il devient Batman, alors il devient plus qu'un être fait de chair et de sang, il devient avant tout une idée. Il est l'incarnation parfaite de l'Ubermensch freudien, un homme ayant transcendé sa condition de simple mortel, pour devenir un symbole dans ce qu'il a d'immortel, capable de rivaliser avec les dieux eux-mêmes. Tirant une partie de son imagerie dans le courant expressionniste, Batman incarne la terreur. Il effraie ses ennemis pour mieux les déstabiliser. Son némésis, le Joker, fonctionne également sur le même principe. Il n'est pas un homme, il est une idée qui prend moult visages à travers les comics. Et quand enfin DC s'accorde à rendre son humanité à Batman, c'est souvent dans le but de le confronter au divin et ainsi mettre en exergue la toute-puissance des dieux qui gouvernent l'univers d'ici.
Zack Snyder a compris mieux que quiconque ce qui fait l'essence intrinsèque des super-héros d'ici, et quitte à en surprendre plus d'un, je dirais qu'il a fait mieux encore que Nolan en son temps. Que les choses soient claires, en tant que fan de Batman, j'apprécie tout particulièrement la trilogie du Chevalier Noir qu'a réalisé Nolan. Et malgré une patte esthétique que je trouve plutôt quelconque, son Gotham étant définitivement trop lumineux à mon goût, je dois reconnaître à ce réalisateur ses excellentes qualités de scénariste. Il a été assurément l'un des meilleurs conteurs d'histoire de comics au cinéma, jusqu'à l'arrivée d'un certain Zack Edward Snyder. Zack Snyder a assimilé toute la dimension homérique et mythologique sous-jacente à l'univers DC. Le réalisateur a compris mieux que quiconque que DC ne traitait pas son univers uniquement sous l'angle du super-héros, mais également et surtout sous un œil mythologique. Dès lors, la critique qui consiste à dire que Batman v Superman est trop sérieux et manque de recul sur lui-même est non seulement infondée mais en plus totalement hors de propos. Quiconque dira cela sera totalement passé à côté du propos du film. Et je vais vous expliquer pourquoi je crois qu'il faille regarder Batman v Superman autrement que sous l'œil borne du super-héros. Selon moi, ce film est avant tout une relecture moderne de nos vieux mythes fondateurs. Je vais commencer par vous parler de la mise en scène et de la réalisation. Snyder possède un véritable œil de photographe, et sa photo est sublimée par le travail fantastique de son directeur de photographie, Larry Fong, qui avait déjà officié avec Snyder par le passé, notamment sur 300 et Watchmen. Et lorsqu'il s'agit d'iconifier un personnage, autant dire que Snyder sait y faire. Tous les plans de Batman v Superman ou presque sont réfléchis à ce dessin comme le ferait un bon comic book. D'ailleurs, Snyder a réalisé un travail d'orfèvre pour retranscrire le plus fidèlement possible certaines des planches issues des comics les plus populaires. Le réalisateur est indéniablement un amoureux des comics. Alex Ross, Paul Dini, Frank Miller et même Orson Welles, Snyder s'inspire des meilleurs pour un rendu live exceptionnel. Si vous êtes un tant soit peu observateur, les symboles bibliques disséminés à travers les films de Snyder ne vous auront pas échappé. Le symbole le plus parlant et le plus évident étant probablement la dimension christique que le réalisateur a insufflée à son Superman. Mais d'autres symboles sont un peu plus insidieux. Snyder a lui-même révélé, à titre d'exemple, que la lance qu'utilisait Batman pour vaincre Superman était un clin d'œil appuyé à la lance de Longin, la sainte lance qui aurait percé le Christ. Comme le faisait déjà Snyder à travers son adaptation de Watchmen, qui questionnait déjà l'humanité et son rapport au divin après l'apparition du Docteur Manhattan, Batman v Superman suit la même lancée et pose les questions quant au bouleversement qui incombe à l'apparition d'un être supérieur comme Superman. Est-il un homme ou un dieu? Comment gérer ses actions? Doivent-ils être régulés par une commission internationale? Ce sont autant de questions qui arpentent les médias tout au long du film, et auxquelles Superman devra répondre. Au-delà de l'aspect biblique et judéo-chrétien inhérent au symbole christique, il est évidemment fait d'une mention mythologique bien plus vaste et plus ancienne. Puisque le film fait également référence aux mythologies fondatrices de l'Occident, celles qui ont forgé nos peuples et civilisations, à savoir les mythologies grecques et romaines. La symbolique du mythe arthurien parcourt également l'ensemble du film. Au-delà de la symbolique christique, la lance fait également référence à une représentation classique du mythe arthurien. La bataille de Camlann, qui vit Arthur et son fils Mordred mourir tous deux de leurs propres mains. Comme Mordred est le fils incestueux et illégitime d'Arthur, Doomsday est d'une certaine manière une aberration illégitime créée indirectement par Superman après avoir tué Zod. Superman comme Arthur mourront transpercés par une lance de la main de leurs rejetons maudits qui mourront des blessures de ce combat contre leur père. Outre l'imagerie évocatrice des mythes fondateurs, le film brille également de par sa bande-son. La musique elle-même a été pensée comme une ode à une culture passée et prestigieuse. Les partitions de Hans Zimmer et Junkie XL, à leur meilleur, n'hésitent pas à piocher dans des registres divers et variés, tout en restant dans un cadre résolument élitiste. Le thème de Lex Luthor arbore une dimension baroque, conférant à ce personnage une dimension royale et majestueuse. Les thèmes relatifs à Batman mélangent quant à eux des inspirations modernes et romantiques, sorte d'hybridation entre Prokofiev et Camille Saint-Saëns, pour donner naissance à des musiques aux allures ténébreuses qui rendent son personnage plus inquiétant que jamais. Bruce Wayne, quant à lui, est montré sous une facette lasse et éreintée, face à un monde qui le dépasse. Avec une inspiration quasi évidente au travail d'Eric Satie,
Ce morceau pioche quant à lui dans le mouvement minimaliste, et appuie ce sentiment d'incompréhension et de lourdeur qui pèse sur les épaules du héros milliardaire. Et que dire du thème de Superman porteur de lumière, ou celui de Wonder Woman, beaucoup plus rock et électrique comme doit l'être une véritable Amazone. Je pourrais faire tout un dossier rien que sur la composition musicale de ce film, mais ce qu'il faut en retenir c'est qu'à l'instar de la photographie, chacun des morceaux de la bande-son a été pensé dans une optique bien précise, celle d'iconifier les personnages. C'est bien beau d'avoir relevé toutes ces analogies, mais concrètement, que faut-il en déduire? La réponse est simple et représente à elle seule toute la raison d'être du film. Chaque fois que l'une des questions inhérentes à l'apparition de Superman est posée, c'est en vérité au spectateur qu'elle s'adresse, dans le but de lui faire se confronter sa vision du super-héros à sa propre conception théologique. C'est pour cette raison que Batman v Superman est à mon sens une œuvre majeure du genre super-héroïque, car les adaptations de comics réalisées par Snyder, c'est également le cas de Watchmen, ont apporté sur grand écran une réflexion qui n'a trouvé leur écho que dans les comics. Et dans une société où la religion connaît une période trouble, et que paradoxalement l'attrait pour les héros de la pop culture s'accroît de manière exponentielle, il était intéressant de se pencher sur la soif d'homérisme qui a trait à l'homme moderne et à toute la dimension théologique qui découle de la nouvelle vague de popularité liée à ces héros. Évidemment, pour nous, les super-héros ne sont que des êtres de fiction. Par conséquent, il ne s'agit pas de se demander s'ils représentent les prémices d'une nouvelle forme de religion, ce serait stupide. Il s'agit plutôt d'essayer de comprendre pourquoi les super-héros sont aussi populaires aujourd'hui. Je pense que l'être humain est en permanence à la recherche d'icônes vertueuses. Qu'elles soient réelles ou fictives, comme dans le cas des super-héros, nous aimons chercher des modèles qui nous poussent à devenir meilleurs. Car c'est ce que sont les super-héros, non? Des surhommes certes dotés de super-pouvoirs, mais dont la force réelle réside dans la vertu qu'ils mettent au service du bien commun. Ainsi, Batman v Superman fait partie, je le crois, de ces films décriés à leur sortie et boudés par la critique pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées, et qui finissent par trouver leur public bien des années plus tard jusqu'en devenir des œuvres majeures de leur domaine respectif. Il ne faut pas oublier que certains des films les plus marquants de l'histoire ont également connu une réception critique catastrophique, avant que le public ne fasse valoir ses droits. La comparaison peut paraître un peu folle, mais j'irais presque à dire que Batman v Superman est au genre super-héroïque, ce que Blade Runner a été par exemple au cyberpunk à son époque. En tout cas, seul l'avenir nous le dira.